Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelques instants, vous avez suivi la une des journaux via notre canal. C'est l'heure de décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos confrères en plateau. Vous le savez déjà, c'est la tribune qui vous est offerte pour revenir un peu sur d'autres pans de l'actualité sociopolitique d'ici et d'ailleurs. Et pour l'exercice de ce jour, je suis avec Adrien Tchomakou. Bonjour à vous. Bonjour Stanislas Samoa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Tout à fait. En face de vous, Paul Arnaud Deguenon, bonjour. Bonjour Stan, bonjour aux téléspectateurs de Prime News TV. Exactement, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste aussi et avec nous, vous allez analyser les sujets qui occupent l'actualité d'ici et d'ailleurs. Alors, chers amis bien installés, vous le savez, lundi, plutôt le mercredi, on a appris justement la démission de Smith Herman Arwandino, qui est désormais ancien directeur de la jeunesse et de la vie associative. Il est allé déposer sa démission et puis l'information a circulé un peu partout. Quand on sait qu'au Bénin, on n'a pas la culture de la démission, Adrien Tchomakou, est-ce que ce acte paraît anodin ou cela a quelques explications à votre avis? Oui, Stanislas, à moi, il faut dire que le Béninois n'a pas cette culture de démission. Sur d'autres cieux, on a vu même des présidents de la République démissionner, des hauts responsables démissionner. Vous savez, quand vous êtes africain, quand vous êtes béninois, pour la plupart de ceux-là qui occupent des postes de responsabilité, quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité pense qu'il va s'éterniser à ce poste, pense qu'il va rester à ce poste à vie. Ce qui est vraiment dommage. Je pense que Smith Arwandino a donné le bon exemple. Il a été courageux. Il a pris cette responsabilité de quitter les choses avant peut-être que les choses ne le quittent. Vous savez, quand vous suivez un peu l'actualité politique, celui-là qui a positionné Smith Arwandino à ce poste de responsabilité, c'est bel et bien l'ancien ministre des Sports, je veux nommer Oswald Omeki. Oswald Omeki qui, lui aussi, a démissionné. On avait appris, est-ce pour lui était véritablement une démission ou un limogeage? Une chose est claire, Oswald Omeki n'est plus membre du gouvernement béninois et pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passait dans ce ministère, c'est que Smith Arwandino est un homme de main de Oswald Omeki. Écoutez, juste au lendemain de cette démission, nous avons eu à visiter la page Facebook du très jeune influent Smith Arwandino, qui est d'ailleurs membre du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. On a vu qu'il a fait un post sur sa page Facebook, un post qui est vraiment intéressant. Il a montré qu'il demeure celui-là qui est toujours aux côtés, qui sera toujours aux côtés du ministre Oswald Omeki. Il lui a rendu un vibrant hommage. Je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dessine. Il y a quelque chose qui se dessine au plan politique, d'autant plus que on se souvient encore le contexte dans lequel Oswald Omeki a quitté le pouvoir, a quitté les choses, je voudrais dire, a quitté la tête du ministère. Donc, nous allons laisser le temps au temps pour voir ce que demain nous réserve. D'accord. On verra bien ce que demain nous réserve, mais en attendant, Paul Arnaud Deguenon, il faut repréciser que quand même Smith Herman Arwandino, juste après sa démission, il y a eu deux postes, puisque le lundi c'était férié, mardi il a déposé sa démission, et ce même mardi il a publié déjà sur sa page Facebook une ancienne photo avec le chef de l'État, donc avec un petit message, et hier justement il a posté une seconde image où on le voit avec l'ancien ministre Oswald Omeki. Alors, quel message voudrait-il passer dans l'opinion à travers ces différentes publications? Merci Stan, mais déjà, je voudrais dire ceci, que chaque fois qu'on nous dit que le Béninois n'a pas l'habitude de la démission, c'est pas trop vrai. C'est pas courant non plus. Moi, à 40 ans, j'ai déjà eu à démissionner 2 fois. Et je sais que dans toutes les institutions, il y a énormément de démissions, des gens qui démissionnent. Peut-être que ce sont les politiciens qui n'ont pas l'habitude de la démission. Mais les Béninois ont l'habitude de démissionner. Et j'ai dit, moi, j'ai déjà eu à le faire 2 fois déjà dans ma vie. Peut-être pas à un poste politique. C'est ça que j'ai dit. Donc, ce sont plutôt les politiciens. Et pourquoi est-ce que nous donnons de la valeur à chaque fois qu'un politicien démissionne?
Pour moi, la démission de M. Smith est un non-lieu. Ah bon, vous trouvez? C'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Dans le contexte actuel. La personne a fait déjà 8 ans à un poste. Vous avez fait 8 ans à un poste. Normalement, même après 10 ans, vous n'avez plus rien à prouver à un poste. Donc, après 8 ans, vous démissionnez. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on en fait un événement. Et dans la plupart des médias, on voit des articles, des posts sur ça. Personnellement, juste même souvent choqué un peu par cet intérêt que nous donnons à des démissions de ces gens. Mais on sait que c'est l'un des soutiens de première heure. Justement, et j'en viens. Et j'en viens. Oswald Omeki, Adrien Tchomakou l'a rappelé tout à l'heure. Bien sûr. Et j'en viens. Donc, le gars, il a fait ses calculs. Oui. Il a fait ses calculs et il a trouvé qu'aujourd'hui, il est temps pour lui d'aller faire autre chose. Bon, il a fait son choix. Mais à moins de 2 ans de la fin d'un mandat, est-ce que quelque part, cela ne peut pas susciter des analyses comme nous le faisons ici? Et pourquoi ça doit susciter des analyses à mon avis? Puisque lorsqu'il a été nommé, ça c'est quel intérêt à mon niveau? Il a été élu, il a été nommé, et puis incognito. Aujourd'hui, il démissionne et on veut que j'en fasse un événement comme si quelque chose... Pas du tout. Maintenant, on sait qu'il a été nommé par l'ancien ministre Oswald Omeki. Son mentor est parti. Il a peut-être choisi de suivre son mentor. Bon, quitte à lui, mais personnellement, moi, je n'en fais pas du tout un événement au point où de faire de longs commentaires. Pas du tout. Et normalement, c'est ces genres de choses, on ne devrait même pas trop en parler, quoi. Parce que normalement, ça fait partie des choses normales de la vie. Voilà. D'accord. Quand on regarde bien le contexte Adrien Tchomakou, on sait qu'il a, en tout cas, on nous a parlé de sa démission. On l'a su le mardi en matinée. Et déjà, les choses sont allées très très vite parce que ça aussi, c'est un autre pan de la question qui suscite des interrogations. Puisque dans la même journée, en fin de soirée, on nous annonce déjà son successeur, un nouveau, Judicaël Biaou, qui a été nommé par le ministre des Sports en remplacement à Smith Arwandinou. Donc, si la démission de Smith Arwandinou était une surprise, son remplacement par son successeur aussi, de cette façon, avec la célérité qui a entouré cela, peut susciter aussi des questionnements. Monsieur Amos Stanislas, il faut dire que quand vous faites une lecture de comment les choses se sont déroulées, on peut se poser 1001 seule question. Vous savez, Smith Arwandinou a démissionné pour aller occuper quel autre poste? Il a abandonné le navire du ministère de la Jeunesse et des Sports pour rattraper quel autre navire? Ou bien il revient en rate? Est-ce seulement, c'est à cause de son mentor, parce que son mentor, Oswald Omeki, n'est plus au pouvoir, n'est plus aux affaires, qu'il abandonne l'actuel ministre des Sports et se rabat sur l'autre pour mieux faire la politique autrement? Ou bien il y a eu des promesses qui lui ont été faites? Par qui je ne saurais le dire. Écoutez, aussitôt quand il annonçait sa démission, il a fait un post et on a vu une photo dans laquelle il se retrouvait avec le chef de l'État. Le lendemain, c'est un autre post qui a été fait et on retrouve une photo dans laquelle il se retrouve avec Oswald Omeki. Ça veut dire beaucoup de choses. On est en politique avant et après tout. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est-à-dire, même si il a démissionné, je pense que le ministre des Sports ne pouvait pas aller très très vite en nommant quelqu'un d'autre aussitôt le lendemain. Non, dans la même journée. Dans la même journée. En soirée, en soirée, on n'a même pas attendu le Conseil des ministres. Puisque c'est le lendemain qu'il y a eu le Conseil des ministres. Ça voudra dire aussi quoi? Ça voudra dire peut-être comme son patron, ça permettez-moi de vous le dire, parce que quand on nous a annoncé que son patron a démissionné, nous avons aussi appris que le limogeage de son patron était presque acté. Et que c'est pour que son patron ne soit pas humilié par le chef de l'État qui s'est précipité pour pouvoir démissionner, pour pouvoir déposer sa lettre de démission. Est-ce que c'est dans la même optique que Smith Arwandinou, étant informé
qu'il serait en train d'être relevé de son poste, qu'il s'est empressé pour déposer sa démission, c'est une interrogation. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut souligner, c'est que Smith Arwandino a démissionné, il n'est plus à son poste, il fut désormais ancien responsable de cette direction, il se rapproche de plus en plus de son mentor Oswald Omeki pour peut-être des victoires politiques plus éclatantes, des victoires politiques plus grandes en 2026. D'accord, c'est vous qui le dites. Paul Arnaud Deguenon, vous avez estimé que c'était un non-événement, mais la suite des événements prouve quand même qu'il y a matière à discuter parce que vous démissionnez le matin, déjà dans l'après-midi on vous trouve un successeur pour des cadres de ce niveau-là, pour un ministère de ce rang-là. Est-ce qu'il n'y a pas matière justement à faire des analyses? J'aurais fait des analyses si lorsque Oswald Omeki avait démissionné, Smith Arwandino le lendemain a déposé sa lettre de démission. Là, j'aurais vraiment pu avoir des commentaires à faire. Mais je pense savoir que le ministre a démissionné il y a des mois. Et c'est bien des mois plus tard que M. Smith Arwandino a trouvé qu'il faille quitter le navire. Et comme Adrien l'a su dire, le jour là, presque pratiquement le jour même, puisqu'on ne peut pas dire le lendemain là, c'est qu'on lui a trouvé un remplaçant. Donc, je continue de penser que pour moi que c'est un non-événement. Est-ce que c'était prévu déjà qu'il démissionne? C'est pour cela qu'on a peut-être déjà préparé un remplaçant. Est-ce que cette hypothèse est envisageable? En tout cas, pour moi, il a démissionné. Le ministre lui a trouvé un remplaçant et puis la vie du ministère continue, quoi. La vie du ministère continue. Si vous quittez un poste le matin et que dans l'après-midi, vous apprenez que quelqu'un d'autre vous a remplacé. C'est que je n'ai pas été bon. Moi, vous voulez dire que Smith Arwandino n'a pas été bon pendant 8 ans? En tout cas, il m'a posé une question pour dire que si moi, je démissionne et que très tôt le lendemain, on me trouve la même journée. Voilà, on me trouve en remplaçant, c'est que je n'ai pas été bon à mon poste. Ça, c'est moi, ça. Parce que moi, quand j'ai démissionné, à plusieurs endroits, des fois, je me rappelais même que la seconde fois que je démissionnais, mon patron m'a dit, je donne 6 mois, ton poste restera vacant pendant 6 mois. Et si tu estimes que c'est une erreur que tu as faite en démissionnant, tu reviens, je te prends. Vous voyez, donc, 6 mois, je démissionne comme ça, me trouve un remplaçant, c'est que j'ai été nul à mon poste. Maintenant, nous sommes sur un terrain politique. Et donc, parfois, ce ne sont pas forcément les compétences qui sont mises en jeu. Peut-être que le ministre a trouvé que M. Smith ne remplissait plus trop les conditions ou bien les compétences désirées par le ministre à ce poste et qu'ils ont fait un semblant de démission ou peut-être que c'est un limogeage. Bref, donc, c'est pour dire que moi, mais franchement... Smith a démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Voilà, donc la personne m'a dit que ce sont des convenances personnelles. Donc, moi, je n'ai pas opiné sur des cas de démission. C'est que c'est une formule magique, convenance personnelle, tout le monde sait que... Donc, vous voyez, et donc, c'est vrai qu'il était ancien secrétaire général de la FNEB, je pense. Il a même dirigé la FNEB. De la FNEB. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu politique. Maintenant, comme politique démissionne, comme je dis, nous donnons tellement de la valeur à ça. Et c'est ça qui fait que chaque fois que ces gens démissionnent aussi, eux aussi, ils se permettent d'écrire des choses. Quand un cas démissionne, bon, il y a beaucoup de cas qui démissionnent. Et c'est ça une phase de tollé, vous voyez. D'accord. En tout cas, donc, vous n'allez pas démissionner. Vous êtes là jusqu'à la fin de ce programme. On va parler. Je pense quand même que Smith a mérité son poste. Il a été compétent. Et s'il est resté à son poste pendant 8 ans, et pour avoir servi la nation, je pense qu'il avait donné le meilleur de lui-même. C'est vrai. Est-ce que la longévité à un poste est égale à la compétence? Ce n'est pas systématique, mais ça fait partie de certains critères. Une chose est claire, Smith a donné le meilleur de lui-même pendant 8 ans. Et je pense qu'il est en train de vouloir chercher une autre porte de sortie. Merci. D'accord. Merci beaucoup. On aborde maintenant le second sujet. Justement, vous le savez, en date du 17 mai 2024, il y a un arrêté signé du ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimata Dia Assouman. La production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sont désormais interdites au Bénin.
Justement, la question se pose et ça a suscité déjà des commentaires dans le rang de certains consommateurs. Il s'agit là d'une décision qui implique les boissons alcoolisées qui englobent le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson contenant l'éthanol. Des sanctions sont d'ailleurs prévues pour tout contrevenant. Paul Anneau-Deguénon, par rapport à une telle décision de Madame la ministre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vraiment très souhaitable, une très bonne décision. Ah bon? Oui, une très bonne décision parce que aujourd'hui, ce que ces types d'alcool, en tout cas vendus sous cette forme de conditionnement, ce que ça crée à la population, c'est vraiment dommageable. Je sais que... Vous n'êtes pas consommateur, vous? Je suis très consommateur de l'alcool. Ah d'accord. En sachet? Justement, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Ce type de conditionnement n'est pas adapté, n'est pas une très bonne chose. Et donc je trouve que vraiment la décision du ministre, elle est salutaire. Elle devrait même intervenir depuis très longtemps, parce que ça fait très longtemps que cette décision était souhaitée. Bon, il vaut mieux tard que jamais. Finalement, la décision, elle est prise. Et vraiment, moi, la crainte que j'ai, c'est que je ne voudrais pas que ça soit un peu comme cette décision qu'on a prise par rapport au sachet. Voilà une décision qu'on a prise. Les sachets plastiques, ça fait des années que la décision a été prise et nous voyons toujours comment ça a été. Donc, je voudrais vraiment demander au ministre que la décision, elle est théoriquement prise, mais dans la pratique, elle soit véritablement prise pour le bonheur vraiment de nos populations, qui s'adonnent vraiment à ces formes de consommation d'alcool qui n'est pas du tout bien. Adrien Tchomakou, vous êtes consommateur de ces boissons alcoolisées en sachet plastique? Non, non, pas du tout. Je ne le souhaite pas à mon ennemi. Vous savez, c'est un tueur silencieux. Mais on sait que les jeunes en raffolent. Écoutez, il y a une couche de notre société les jeunes en raffolent, les conducteurs de taxi-moto appelés ZEM en raffolent. Et si vous les suivez pendant quelques mois, si vous vous rapprochez de leur femme, de leur épouse, si elle doit vous dire la vérité, intimement, ces hommes ne répondent plus sexuellement. Ah bon? Même il y a une étude qui l'a démontré. D'abord, il faut noter quoi? Que cette décision qui a été prise est à mettre à l'actif des journalistes béninois. Puisque c'est la presse qui s'est levée comme un seul homme, et la presse ne sait que dénoncer le fait. Il y a des boissons en plastique qu'on appelle Zota. Zota ou Zota. Il y en a qui s'appellent Tigé. Ils ont des noms bizarres et des choses qui coûtent extrêmement moins cher. On se pose la question de savoir si ça là, si ce n'est pas du poison. C'est du poison. C'est du poison. C'est des tueurs silencieux. Je pense que la presse a fait son devoir. La presse a dénoncé le fait et actuellement, les autorités ont compris l'enjeu. Les autorités ont compris que les journalistes ne faisaient dire la vérité, rien que la vérité. Écoutez, si vous faites un tour dans des zones stratégiques où ces tueurs silencieux sont vendus comme de petits pains, vous allez voir comment des conducteurs de ZEM en raffolent. Et souvent, c'est la nuit, autour de 20h, 21h comme ça. Vous les voyez, ils viennent garer en nombre des motos, leurs motos. Ils payent suffisamment, ils en consomment et ils jettent en même temps le sachet. Quand j'observe, je dis, mais ça là, c'est quoi? On parle de whisky. Quel whisky on vend en sachet? Des whisky en sachet. Donc je pense que le ministre du Commerce a pris une décision responsable au nom du gouvernement béninois. Et la dame, et madame le ministre, a pris une sage décision. Je pense que l'heure a sonné pour que la police républicaine prête main forte à l'application de cette décision afin que les stocks encore existants de ces produits prohibés, de ces tueurs silencieux, de ces whisky en sachet soient détruits, que ces stocks soient incinérés, que ces stocks soient brûlés, que ces stocks soient ôtés complètement des étalages. Oui, est-ce que quelque part, ça ne sera pas un manque à gagner pour les personnes qui ont déjà ces stocks-là et qui comptaient quand même les écouler pour faire du bénéfice? Écoutez, on dit que la vie n'a pas de prix.
Et bien que les gens savent que la vie n'a pas de prix, des gens vendent ce qui peut nuire à l'homme. Qu'est-ce que vous appelez chiffre d'affaires? Il faut vivre avant de faire des affaires et compter des chiffres pour parler de chiffre d'affaires. Je sais que ça constitue de manque à gagner pour ceux-là qui possèdent déjà ces produits, qui vendaient ces produits. Mais ils doivent savoir qu'ils doivent, dans l'immédiat, stopper. Ils doivent débarrasser ces produits immédiatement de leurs étalages pour ne pas subir la rigueur de la loi. C'est l'occasion pour moi de demander au procureur de la République d'accompagner. Écoutez, disons-nous la vérité. Vous y allez fort, là, que le procureur de la République prenne des mesures draconiennes pour la mise en œuvre de cette sage et responsable décision du gouvernement béninois. D'accord. Parce que trop, c'est trop. D'accord. À cause de ça, vous verrez des jeunes mères, des jeunes filles, des jeunes femmes qui abandonnent malheureusement leur époux parce que sexuellement, l'époux ne répond plus. C'est extrêmement grave. C'est à cause de ces boissons sachées. Il y a une étude qui a été réalisée et l'étude a montré clairement que quand on consomme ces boissons en sachet, ça tue directement le système sexuel de l'homme. D'accord. Ça tue l'appareil de l'homme. C'est vérifié, le rapport est là. Je pense même que c'est sur la base de ce rapport que le gouvernement a fini par prendre cette décision. C'est compris. Adrien Tchomakou, on sait quand même qu'il y a une frange de notre jeunesse qui est friand de ces boissons en sachet là. Et contrairement même à ce que Adrien Tchomakou dit, certains estiment qu'à contrario, cela constituerait un stimulant pour les activités sexuelles. Je n'en sais absolument rien. Alors, sur la question, on sait que la mesure est prise et qu'il faut, dans l'application, être rigoureux. Mais questionnons quand même le système ou le circuit de distribution de ces produits-là. Par où ça prend pour arriver sur le territoire béninois, ça ne tombe pas du ciel. Est-ce qu'à ce niveau-là, un travail ne mérite pas d'être fait déjà? Non, un travail sérieux. Et on ne va pas faire la langue de boire ici. Vous savez, on sait tous d'où ça vient. Ça ne transite pas le Nigeria. Ça ne transite pas le Nigeria et souvent pas des réseaux illicites. Vous voyez? Et le mal est parfois un peu plus profond même que ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire? On parle juste de l'alcool en sachet. Déjà, si vous vous questionnez sur la qualité de fabrication de ces produits, parce que c'est là que le problème se pose. Souvent, ces produits sont fabriqués dans des distilleries illégales au Nigeria, un peu comme la façon dont on fabrique l'essence un peu frelatée, vous voyez. Donc, c'est des choses qui sont dans des conditions, mais pas du tout hygiéniques. Pas du tout hygiéniques. Et parfois avec des produits très douteux. Très douteux. Et c'est là, justement, le drame pour la population. Et là où je disais que le drame est encore plus loin, c'est que il y a quelques années, je crois il y a 2 ans comme ça, on avait réalisé une enquête à Tanguieta sur la consommation justement de l'alcool frelaté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font là-bas? Ils ont des produits et qu'ils mettent dans de l'eau et ça devient ce que nous appelons du sodabi. Ah bon? Oui, je vous parle d'une enquête qu'on a réalisée à Tanguieta. Et le jour où on avait questionné le maire nous informait qu'il y a eu plusieurs décès dans sa commune liés à la consommation de cet alcool frelaté. Et c'est une vraie gangrène dans ce département-là. Et si vous vous rappelez aussi, vous allez voir que la dernière fois, il y a un député qui a évoqué également le sujet pendant une plénière à l'Assemblée nationale. Donc c'est un mal très profond qui tue, comme l'autre l'a dit, plus que silencieusement même, notre jeunesse. Et malheureusement, cette jeunesse qui ne comprend pas forcément tous les dangers liés à la consommation de ces produits. Et parfois, vu que ce sont des produits souvent très moins chers, ces jeunes s'adonnent aisément et facilement à la consommation de ces produits qui les tuent. Et lui, il a pas des problèmes sexuels, mais ça va au-delà de ça. Souvent, c'est des problèmes rénaux. Vous allez voir des gens à moins de 40 ans qui souffrent déjà d'insuffisance rénale. C'est un vrai danger. Vous allez voir des jeunes très tôt qui ont des problèmes de foie.
Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça que moi, je salue vraiment cette décision. Comme je l'ai dit, c'est une décision à laquelle qu'on attendait depuis longtemps. Bon, heureusement, c'est venu maintenant. Et il faille, comme il a dit, que le procureur de la République, que nos amis les policiers prennent ces décisions à bras le corps. Vous voulez que la police républicaine fasse le tour de tous les... De toute façon, il y a déjà le cadre légal maintenant. Il y a le cadre juridique qui est tracé. Est déjà tracé. C'est interdit. Quelque chose qui est interdit, on ne peut plus le voir en circulation, on ne peut plus le voir dans la population. Donc franchement, il faut, et tout le monde à son niveau, tout le monde, nos journalistes, les polices, tout le monde doit tout faire. Parce qu'en fait, c'est une question de santé publique. Oui, vous disiez tantôt que ça quitte le Nigeria pour la plupart. Est-ce que peut-être il faut suggérer au gouvernement de fermer les frontières avec le Nigeria d'abord? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que quand on connaît quand même le circuit de distribution, il faut fermer ce circuit-là pour que ceux qui sont à l'interne n'aient pas accès. Comment faire de façon plus concrète? Ce qu'il faut faire, les douaniers savent bien ce qu'il faut faire. Il faut que les autorités en charge de la douane béninoise rappellent certaines choses aux douaniers. Parce qu'on connaît la porosité de nos frontières qui font corps avec le Nigeria. Il suffit de mieux les ceinturer. On dit qu'on ne veut plus ces produits sur le territoire béninois. C'est plus simple que bonjour. Ça ne peut pas transiter. Il n'y a même pas dit qu'on va augmenter le prix de la taxe douanière. Non. Dès que ça vient là, on procède à la saisie et on va incinérer ça. Suite à une ordonnance de justice, quand on procède à des saisies, on les entasse quelque part, on voit que ça atteint tel nombre de kilogrammes ou de tonnage, on ramène le tout pour pouvoir les incinérer. C'est très simple. C'est comme ça. Et ce qui se trouve déjà sur le territoire national, que les personnes de bonne volonté, des commerçants qui l'ont acheté, qui l'ont stocké à un montant donné, qu'ils aient le courage d'amener ces produits prohibés dans des unités de police, dans des unités de la douane, et dire que, bon, voici ce que j'ai. Suite à cette décision de l'autorité gouvernementale, je vous apporte, je n'en vends plus. C'est plus simple que bonjour que de continuer à vendre ça illicitement et que les intéressés soient interpellés, écoutés par le procureur et peut-être se retrouver en prison malheureusement. Parce qu'on sait que ce produit tue l'être humain. Et ce qui tue quelqu'un, ça constitue un facteur de crime à l'humanité. D'accord. Oui, non, vous savez, les drogues, on a beau faire tout, la drogue circule toujours. Vous voyez donc, quelles que soient les mesures que peut-être les douaniers et autres prendront, il y aura forcément des stocks de ces produits qui atterront forcément sur le territoire national. C'est pour ça que je demandais à ce que la répression soit des plus fortes, non seulement au niveau des frontières, mais également au niveau de la population elle-même. Que les policiers fassent des contrôles, parfois inopinés, et que la population aussi dénonce aussi. Ouais, donc ça va être vraiment un combat collectif. Et comme je l'ai dit, c'est une question de santé nationale, et donc tout le monde doit pouvoir y contribuer. Il ne s'agira pas juste de limiter le contrôle au niveau des frontières, parce que nous savons comment nos frontières sont poreuses. Ouais, et donc les produits, quel que soit ce qu'on fera, ces produits vont atterrir sur le territoire national. Et d'ailleurs, vous voyez un peu le combat qui est mené contre les médicaments. Les médicaments, les faux médicaments, vous voyez, quelle que soit la répression, on continue toujours quand même de saisir ces stocks de médicaments. Donc, ça viendra toujours. Mais c'est déjà une très bonne décision. Et si tout le monde, que ce soit le procureur, que ce soit la police nationale, la police républicaine, pardon, tout ça, si tout le monde, on se jette à l'eau, je pense que ça pourra vraiment donner quelque chose. Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas revenir à une certaine sensibilisation des populations pour leur montrer que... trop sensibilisé. Oui, pour leur
montrer que la santé passe avant le gain. Parce que vous savez que même à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a des boissons, des produits frelatés qu'on arraisonne. Mais ça n'empêche pas certains commerçants de toujours les mettre sur le marché. Est-ce que la recherche du gain ne prime pas pour certains sur la santé publique? Ça aussi, c'est un autre aspect. Je pense que nous sommes actuellement à une étape où la répression est obligatoire. On doit réprimer. Laissons de côté la sensibilisation. Nous avons trop sensibilisé. La presse en a déjà trop fait. Écoutez, si vous suivez les médias, qu'ils vous souviennent toutes les actions que vous, même ici, à Prime News TV, vous avez menées par rapport à cette affaire. Et on va encore dire qu'on veut reprendre la sensibilisation, Je pense que trop, c'est trop. Il faut frapper fort. D'accord. Et si vous permettez, je pense que cette action doit aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons juste de l'alcool conditionné dans des sachets. Oui, la ministre, dans sa note, elle a parlé, il y a une certaine catégorie quand même. Il y a le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson qui contient de l'éthanol. Mais même, figurez-vous qu'aujourd'hui, même la bière que nous consommons, que nous pensons venant en bouteille, que nous pensons venant d'une certaine marque, aujourd'hui, il y en a de frelatés. Ah bon? Il y en a, et je vous l'affirme, je vous le confirme, il y en a de frelatés. Comment détecter le frelaté? C'est au goût ou bien? En tout cas, moi j'ai ma technique, pour détecter cela. Mais je peux vous le confirmer qu'aujourd'hui, il y en a de frelatés. C'est pour ça d'ailleurs, moi aujourd'hui, j'ai très peur. J'ai très peur d'aller consommer de la bière. Très peur. Vous voyez? Et même certains alcools consommés en bouteille ne sont pas de bonne qualité. Décidément. Ils ne sont pas de bonne qualité. Il faut arrêter toute consommation. Non, c'est pour ça que le ministère du Commerce a une très grande responsabilité dans cette affaire-là. Il y a un vrai travail que les cadres du ministère doivent faire. Surtout dans le contrôle de qualité des produits qui sont livrés sur le marché. Et ça, franchement, jusque pour moi, ce travail n'est pas encore du tout satisfaisant. D'accord. N'est pas du tout satisfaisant. D'accord. Je voudrais, chers amis, qu'on dise rapidement un mot sur une autre actualité sur le campus d'Abomey-Calavi. Vous y passez quelquefois, monsieur Deguenon? Par moment. Par moment. Ah, d'accord. En tout cas, depuis le 21 mai 2024, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a sorti une note qui stipule, entre autres, que désormais, tous les étudiants du campus devront donc arborer leur badge, sans quoi il y aura des sanctions qui vont tomber. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure quand même salutaire pour les étudiants eux-mêmes? Ah oui, c'est une très bonne mesure. Vous savez, si qu'ils vous souviennent, quand on était à l'université d'Abomey-Calavi, tout ce qui s'est passé, où des étudiants, des non-étudiants, ceux-là qui ne sont pas étudiants, viennent sur le campus d'Abomey-Calavi, poser des dégâts, poser des actes odieux, des crimes odieux. Écoutez, si par exemple la police doit venir à l'université d'Abomey-Calavi en notre temps, on sait comment ça se passe. Je pense que c'est une mesure préventive, une mesure qui doit amener les étudiants à être plus responsables. Cette mesure prise par le recteur Avlessi va arrêter beaucoup de désordres. Lesquels, par exemple? Écoutez, est-ce que vous savez que à l'université d'Abomey-Calavi, qu'il y a des gens qui ont pris l'université d'Abomey-Calavi comme leur maison, qui ne sont pas des étudiants. Des gens qui prennent des amphis comme leur logis. Donc les gens ne vont quand même pas dormir dans les amphithéâtres. Écoutez, est-ce que vous savez que à certains endroits, des gens ont transformé des résidences, pas des résidences pour étudiants, ils ont transformé certains endroits comme pour eux, ça devient résidence. Au point où ils se sont mariés, ils ont fait enfants. Vous avez vu? Ou bien vous ne suivez pas ce qui se passe? Donc, c'est malheureux. Je pense que si chaque étudiant doit avoir son badge, ça va limiter beaucoup de choses. On saura que
celui-ci n'a pas de base, celui-ci, ça veut dire qu'il n'est pas étudiant, ça veut dire qu'il est étudiant. Et la décision du recteur dit aussi quoi? Même les enseignants doivent pouvoir mettre leur badge. Si vous êtes journaliste, le journaliste est détenteur de sa carte de presse. Quand il rentre, il doit mettre son badge. Et il a dit que si on ne met pas de badge, ça peut entraîner de remerciements, d'exclusion, d'office. Donc je pense que c'est maintenant que Avlessi, le recteur de l'université d'Abomey Calavi, veut restaurer l'image de l'université d'Abomey Calavi. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter d'autres recteurs des autres universités à lui emboîter le pas. Vous pensez qu'il faut généraliser? Il faut généraliser. C'est une mesure salutaire qu'il faut encourager. Il faut généraliser pour mettre fin au désordre, aux multiples désordres qui se déroulent au moment des grèves, au moment des mouvements d'humeur dans nos universités. D'accord. Paul Arnaud Deguenon, pour la sécurité des étudiants eux-mêmes, une telle mesure vient quand même bien à propos. Vous permettez, avant que Arnaud Deguenon ne parle, écoutez, si vous faites un tour, prenez vos caméras et mettez-vous en biais pour suivre aux heures de la restauration. Quand les étudiants se mettent en file indienne, au niveau des restos. Des restos. Le resto Anès, le resto Ouï. Je parle de l'université d'Abomey Calavi par exemple. Vous pensez que tous ceux qui se mettent en rang là sont des étudiants? Non, il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des coffreurs. Même il y a même des professionnels de CS qui viennent manger là, parce qu'on sait que c'est moins cher. Il suffit d'avoir le ticket. Et pour avoir le ticket, c'est très simple. Tu vois un étudiant, tu lui remets de l'argent, tu te paies le ticket. Et tu te mets dans le rang. Les gens viennent manger tellement que les vrais étudiants n'ont plus accès au plat. Mais à un moment donné, Adrien Tchomakou, pour avoir accès à cette salle du resto, je me souviens en notre temps, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, il fallait avoir la carte du centre des œuvres universitaires sociales. Je vous dis la même chose, non? Oui, si au-delà de la carte d'étudiant, il fallait avoir la carte du cours. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir accès. Je ne sais pas si ça a changé. Ça a changé. Même si ça ne change pas, je vous l'explique. À supposer que nous sommes tous des étudiants. Et moi, je ne suis pas étudiant. C'est pour ça que je ne suis pas étudiant. Vous êtes étudiant. Je vous vois, je vous remets 500 ou 1000 francs. Je dis, va me payer le ticket, mon frère. Tu me paies ça. Si je me mets dans le rang et j'ai déjà le ticket, parce que pour rentrer, on n'exige pas les cartes. C'est le ticket qu'on exige. Peut-être qu'il va falloir commencer par exiger maintenant les cartes d'étudiants. Avec les cartes qu'on exige, vous ne pouvez même pas. Il faut d'abord traverser l'entrée principale. Vous comprenez? Ou la petite entrée. Il faut d'abord faire son entrée dans l'enceinte de l'université d'Abomey Calavi avant de venir au niveau de la restauration. On va écouter Paul sur la question. Mon cher Stan, moi j'ai toujours eu à dire ici que le problème que nous avons, c'est que le Béninois n'est pas ambitieux. Ah bon? Non seulement envers lui-même, mais envers son pays. Notre université, la plus grande du pays, pour moi, c'est un peu comme une ronde, en parenthèse, c'est-à-dire en griffe, bien sûr. C'est un peu comme une ronde. Quand vous voyez l'état dans lequel notre université se trouve, ça s'apparente un peu comme dans une brousse, avec quelques bâtiments érigés, ça et là, dans un désordre total. Vous voyez? Vous voulez que l'université soit implantée en plein cœur de Cotonou? Non, je ne parle pas d'implanter, je dis que ça ressemble. Vous avez parlé d'une brousse? Ça ressemble un peu comme si on était dans une brousse, avec quelques bâtiments érigés ça et là. Vous voyez des pavés, quelques petits pavés qu'on a mis ça et là. Ça ne ressemble pas à une université digne du nom. C'est triste en fait. Et malheureusement, quand vous voyez tout ce beau monde-là, le recteur, tous ces gens qui voyagent, ce sont des gens qui voyagent, qui vont à l'extérieur et qui ont vu comment c'est fait ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à rendre notre université digne du nom? Pourquoi? C'est l'argent qui manque? Non. C'est l'intelligence pour le faire qui manque? Non. Mais pourquoi on ne le fait pas? Moi, à chaque fois que je vais voir ailleurs, je viens chez moi dans mon pays, je rentre dans mon université, moi j'ai honte. J'ai honte. Et c'est des choses qui n'ont pas évolué depuis moi, 2001, que moi j'ai fait l'université. J'ai fait l'université en 2001, 2004, 2005. Et aujourd'hui, on est en 2024. Vous allez à Calavi, c'est quasiment les mêmes taux, rien n'a évolué.
En termes d'infrastructure. Il y a eu certains amphis qui ont été construits, amphi Alassane Ouattara, amphi Idriss Déby. Ok, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il y a eu quelques amphis construits ici et là. Je dis c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est un peu triste. Et donc tout ce qu'on remarque là, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Vous voyez, maintenant on est en train de traiter les effets en oubliant la cause. La cause, c'est quoi? La cause, c'est ce que j'ai dit. L'université, c'est dans une situation complètement délabrée. Délabrée. Une université dit on ne peut pas être dans cette condition-là. Mais regardez, il n'y a même pas de route pour circuler dans l'université. Ah bon? Mais on circule quand même. On fait semblant de circuler. Ah bon? Pour une université, je ne parle pas d'une université, mais je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir d'autres universités. D'aller voir d'autres universités, non loin de chez nous. Oui, on en a vu, mais on n'est pas dans les mêmes réalités aussi. De quelle réalité? Université, c'est université. Et ce n'est pas les moyens qui manquent de faire une université digne du nom. Qui doit le faire, selon vous? Attendez, et qui fait l'université? Ce n'est pas l'État qui construit les universités. Et l'État ne manque pas de moyens pour faire en sorte que l'université soit digne du nom. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et c'est triste. Maintenant, aujourd'hui, on a les conséquences de nos actes. Et puis, bon, le recteur, ok, il va essayer de faire ce qu'il peut. Mais tant que les causes vont demeurer, bon, ça va prendre un temps. Il va se fatiguer. Il va se fatiguer et puis les mêmes choses vont revenir. Il a un mandat, son mandat fini, il va partir, quelqu'un d'autre viendra. On a vu déjà des décisions ici, c'est pas la première fois qu'il y a des décisions d'urgence, c'est pas la première fois. Ça fait le temps que ça prendra et puis on revient tout dans les mêmes travers parce qu'on n'a pas pris le temps de soigner les causes. J'avais voulu qu'on dise un mot sur ça parce qu'on a quand même un autre sujet d'importance à prendre avant de boucler ce décryptage de ce jour justement. On sait que désormais à l'Assemblée nationale du Bénin, les journalistes, les professionnels des médias ont quand même une porte-parole qui se souvient de nous, qui sait que notre métier existe et qui veut quand même que les choses aillent au mieux. À l'occasion d'une question orale avec débat, la députée Baké Chabi Goro de l'Union progressiste Le Renouveau s'est intéressée à la vie des professionnels des médias avec quelques questions. Elle dit par exemple, où en est-on par rapport aux réformes annoncées dans le secteur? Quand est-ce que les réformes vont vraiment prendre corps? Aujourd'hui au Bénin, qui peut-on considérer comme journaliste? Quels sont les avantages de la carte de presse? Les respecte-t-on? Que pense faire le gouvernement à court terme pour améliorer les conditions de vie des hommes des médias? Ce ne sont pas mes questions, mais celles de la députée Baké Chabi Goro de l'Union progressiste Le Renouveau. Adrien Tchomakou, on peut se féliciter d'avoir notre porte-parole à l'Assemblée. Monsieur Stanislas, à moi, je dirais plutôt enfin un député, une honorable députée à l'Assemblée nationale se préoccupe des professionnels des médias du Bénin. C'est une très bonne chose. Il faut avouer que, à ma lecture, c'est quoi? C'est que premièrement, si les députés femmes ont commencé par donner de la voix à l'Assemblée nationale, c'est parce que Patrice Talon les a reçus au palais de la Marina. Il lui a dit certaines vérités. Il lui a dit, vous êtes 26 ou 28 au total, mais depuis que vous êtes à l'Assemblée, vous ne faites pas bouger l'Assemblée. Je veux vous entendre parler. Je veux que vous apportez de plus-value à l'actualité politique. Et c'est au regard de cela que je pense que les députés femmes ont commencé par donner de la voix à l'Assemblée nationale. J'ai vu quand la situation entre le Bénin et le Niger est intervenue et on a vu la représentante de l'Union progressiste, le Renouveau, si je ne me trompe pas bien, de l'Union progressiste, Union, comment on appelle, le bloc républicain. En tout cas, il y a une députée qui a donné lecture de la position d'un parti politique de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que de plus en plus, on a constaté maintenant que des députés femmes ont commencé par parler à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, Baké pose des questions orales, questions d'actualité au gouvernement béninois, c'est aussi parce que la situation est préoccupante. Appelons un chien chien, appelons un chat chat. Il y a la précarité de la presse en République du Bénin. Ah bon? Ah oui. Disons certaines vérités. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste. Vous vivez dans la précarité? Moi? Oui. Pour moi, est mieux que d'autres. Ah d'accord. Donc vous n'êtes pas dans la précarité? Je vous le dis, et vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, il y a des journalistes, je dirais même du secteur public. Je ne parlais même pas du secteur privé, puisque la dame s'est prononcée
typiquement sur le secteur public. Mais est-ce qu'elle a précisé? Elle a précisé des médias. Non. Elle a d'abord généralisé, mais elle a précisé l'ORTB et la nation. Puisqu'elle a demandé à savoir comment la politique de recrutement se pose au niveau de la nation. Et que depuis plusieurs années, qu'on n'a plus fait de recrutement au niveau du service public, la nation, et que pourquoi on ne recrute pas les jeunes, comment le recrutement s'opère. Il a posé cette question. Par rapport à l'ORTB, il s'est prononcé sur, elle veut du moins mieux comprendre combien les journalistes de l'ORTB perçoivent par mois. Est-ce qu'elle aura la réponse? Elle aura la réponse. Elle aura la réponse parce que la réponse elle est très simple. Quand je prends le secteur public, écoutez, le service public, ils sont très nombreux à être payés à 150 000 francs le mois. Ah bon? C'est de la misère. Au moins? Je dis le minimum. Le minimum. Mais ailleurs, certains n'ont pas ça divisé par deux. Hein, vous savez. Non, dans le secteur, c'est pareil aussi pour le secteur, comment on appelle, privé. Au niveau du privé, c'est vrai qu'il y a, une loi, il y a des lois, il y a des tests. La convention collective. Non, la convention collective qui est 18, ne parlons même pas de ça. Écoutez, qui va percevoir 100 000 francs aujourd'hui comme salaire? Revenons au secteur donc, je pense qu'au secteur public. La nation, oui. Comme moi, par exemple, je prends mon exemple. C'est vrai, moi, je suis dans le secteur privé. Tout le monde connaît mon salaire. Mon salaire connu de tout le monde, et je le dis toujours. Moi, je suis à 300 000 francs depuis 8 ans. Et depuis que Patrice Talon est venu, mon salaire n'a jamais augmenté. Vous voyez un peu ce que je dis? Mais les gens du service public vous envient. Les gens du secteur public, ils sont très nombreux à gagner moins même de 150 000 francs le mois. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est au regard de tout cela que moi je parle de la précarité. Quand vous êtes journaliste, le journaliste doit être celui-là qui est bien traité, qui est bien payé. Mais faudrait-il encore que les promoteurs aient les moyens dans le service public? Non, dans le service public... Comment est-ce que c'est organisé, tout ça? C'est une question d'organisation. C'est l'État qui a en charge le service public. C'est la raison pour laquelle moi je suis en train de dire on ne peut pas parler d'office. Les offices, c'est-à-dire la nation, je parle de la nation, le journal La Nation, mais et les gens seront payés à moins de 150 000. Je dis non. Le minimum, c'est comme ça doit être ce que moi je gagne. C'est 300 000 francs le mois. Mais faudrait-il aussi que la qualification du professionnel aussi aille avec? On peut pas payer 300 000. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la dame veut comprendre comment les recrutements s'opèrent. Voilà, s'il doit avoir un recrutement par amitié, là, si on vous donne 150 000 francs le mois, vous allez accepter. Si on vous donne moins, vous allez accepter. Vous voyez ce que je dis? Comment ça se passe? Requises. D'accord. Oui, Paul, sur la question aussi. Et je continue de dire que, pour une fois encore, nous allons traiter des effets et oublier la cause. La cause. La cause. La cause, c'est quoi? Déjà, j'ai aimé la démarche de l'honorable Baké Chabi-Goro. Oui. C'est salutaire, c'est bien. Bon, elle a fait ce qu'elle peut. Bon, le gouvernement viendra donner aussi des réponses comme ça. Mais le problème va demeurer. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les journalistes vivent dans la précarité? Non, mais parce que, en fait, qui mieux que soi-même pour parler de soi-même? Qui vient... En fait, c'est ça, je dis que le problème, nous occultons toujours la cause. Si le journaliste vit de la précarité, qui est mieux censé pour le dire? C'est pas nous les journalistes, c'est nos conditions de vie. Oui, je vous pose une question pour vous relancer. Bon, allez-y. Oui, je vous relance. Imaginez que les médias, on s'entende dans le public comme dans le privé, pour commencer, initier des émissions, des thématiques sur la vie des journalistes au Bénin, la précarité, certains qui sont en dessous du SMIC, certains qui n'ont même pas de salaire, on sait, certains qui vivent même de per diem sur le terrain, on sait tout ça. Et qu'on commence par en parler sur les médias, vous savez un peu comment ça se passe, c'est au risque de perdre votre poste et voilà, de vous retrouver au chômage que vous faites tout ça. Imaginez que dans les colonnes de la presse écrite, voilà, des articles et des chroniques du genre viennent, vous risquez d'être censuré. Et donc, par peur de tout ça,
Vous ferez que le débat n'existe pas. Si vous avez peur, vous avez peur de quelque chose, bon, vous ne pouvez qu'en s'en plaindre à vous-même. Parce que si vous vivez quelque chose et que vous ne le dites pas, par peur, ben, c'est comme l'autre l'a dit, l'esclave qui refuse de s'émanciper, ben, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Vous voyez? Et donc, moi j'ai été peiné un peu. J'ai salué la décision, mais j'ai été quand même un peu peiné aussi. Parce que quand vous lisez un peu les questions de la députée, ça donne l'impression aussi qu'elle est mal informée, un peu mal informée par la situation. Par exemple, pour le secteur public, je sais que la nation, par exemple, a recruté ces derniers temps. La nation a recruté. Tout à fait. Vous voyez un peu. Donc, elle est un peu mal informée. Pourquoi elle est mal informée? Parce que nous ne faisons pas notre travail. Nous ne faisons pas notre travail. Si la nation recrute, on viendra dire sur les plateaux que la nation a recruté. Non, c'est pas ça. Oui. C'est-à-dire que quand cette députée, l'honorable, a voulu poser cette question, est-ce qu'elle a pu s'approcher, par exemple, de nos fêtières, par exemple, pour avoir la substance des vrais problèmes de la presse? Mais est-ce que, par exemple, depuis que cette législature elle est en place, est-ce que nos fêtières ont pu au moins faire une démarche vis-à-vis de ces députés pour les sensibiliser par rapport à la cause des journalistes? Peut-être que si c'était fait, que la députée aurait eu beaucoup d'informations et mieux poser ces questions, par exemple. Et quand je parle des causes, regardez, tout le temps on dit journaliste. Mais qui paie le journaliste? C'est la maison. C'est son organe. Et son organe, c'est une entreprise. Et si vous êtes dans le secteur privé, vous êtes régi par quoi? Pas la loi des entreprises. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, les entreprises de presse payent les impôts d'ordre général. C'est-à-dire que parfois, même l'impôt que personne ne paye, c'est ça que les entreprises de presse payent. Mais où est-ce qu'on définit les lois d'impôts? C'est lorsque on fait le budget de l'État. Lorsque les députés sont en train de voter la loi sur le budget. Mais en ce moment, qu'est-ce que les journalistes font? Vous ne les verrez jamais en train de poser leurs problèmes. Ils sont là à vociférer, à dire que le budget de tel milliard, c'est tout ce que nous avons fait. Mais à aucun moment, nous ne posons jamais les vrais problèmes. Au moment où il faut les poser et à l'endroit où il faut les poser. Et puis on s'attaque à la RAC. Comme si c'est la RAC qui pourrait régler nos problèmes. Or, la RAC, elle est là juste pour réguler. Vous voyez? Donc, finalement, on a l'impression que nous journalistes, on se dit nous disons intellectuels, mais nous passons complètement à côté de l'intellectualité. Donc, vous pensez que l'initiative de l'honorable n'a pas des chances de prospérer? Bon, le gouvernement viendra dire quoi? Et qui va véritablement changer les choses, quoi? Vous voyez, nous sommes dans le secteur privé. Nous sommes dans le secteur privé. Et nous sommes une entreprise. Et une entreprise, ce n'est pas au gouvernement de venir fixer le salaire que va gagner un collaborateur dans une entreprise privée. Tout ce que le gouvernement pourrait faire, c'est de définir le SMIC. Et tout le monde, nous connaissons tous le SMIC. C'est ce que le gouvernement peut faire. Maintenant, à l'entreprise privée, c'est elle qui définit le salaire de son collaborateur. D'accord. Tu vois un peu. Donc, c'est là, et c'est là qu'il faut y aller. Les vrais problèmes sont ailleurs. Les vrais problèmes sont ailleurs. C'est où, par exemple? Les vrais problèmes, c'est de faire en sorte, par exemple, que d'aller voir, de faire plaidoyer, par exemple, au niveau de CES, pour dire désormais, les entreprises de presse ne doivent pas payer tel impôt, par exemple, qui est exonération sur telle chose. Et un exemple très simple, que par exemple, pour les conditions sociales, que l'entreprise de presse paye peut-être un quota forfaitaire, par exemple. Mais figurez-vous que vous êtes en train de presse, vous payez 28%. Chaque fois que vous déclarez votre collaborateur. Vous voyez un peu. Donc ce sont des choses. Et ça, c'est des choses pratiques qui peuvent être réglées facilement si nous faisons ce qu'il faut faire. D'accord. Mais nous passons tout notre temps à raconter, à faire des... Adrien Tchouamagou, oui, sur la question, on sait que les réalités ne sont pas les mêmes temps dans le public que dans le privé. L'honorable Baké Chabi-Goro de l'Union progressiste Le Renouveau a eu quand même le mérite d'aborder ça en question orale. On verra maintenant ce qu'en feront les députés à l'Assemblée nationale.
Oui, il faut d'abord louer le courage du député l'honorable Chabi Baké Goro. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et cette députée qui se porte désormais avocat défenseur des journalistes, des professionnels des médias du Bénin. Écoutez, si vous faites un tour à la nation, il gagne combien en réalité? À part, je dirais, 7 ou 8 personnes qui sont des agents permanents de l'État, tout le reste émarge sur le budget de la maison. Comme ça, les gens ne peuvent pas, à part ces 7 dont je peux parler, qui peuvent être peut-être à 800 000 francs le mois, 1 500 000 francs pour certains. Écoutez, les autres, ils sont très nombreux à gagner moins de 200 000 francs par mois. C'est ça. Et qu'est-ce que le Béninois, le cadre moyen, le cadre, le journaliste, pourra faire avec 200 000 francs par mois aujourd'hui? Mais c'est déjà bien que les députés prennent connaissance du sujet et faire des propositions concrètes au gouvernement béninois. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? On a suivi le chef de l'État qui, à l'occasion d'une cérémonie solennelle, a demandé que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication lui fasse des propositions pour améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias du Bénin. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait et finalement, le rapport a été déposé au chef de l'État, puisque je fais partie des consultants de ceux-là qui ont pris part aux travaux. On était à Boycon, par la suite on a fait un travail à la HAC et au siège de la HAC à Cotonou. Je sais que tout ce qui a été mis dedans. Mais en grosso modo, vous savez, on a déposé le rapport, jusqu'à présent, rien n'a bougé. Que deviennent les professionnels des médias du secteur privé, puisque c'est la grosse interrogation. Les charges des impôts, les taxes pèsent énormément sur le service privé en matière de médias en République du Bénin. Les taxes et les impôts que les responsables d'organes privés payent, c'est trop élevé. Une entreprise de presse n'est pas une entreprise de quincaillerie. Les gens ne viennent pas payer comme ça tel qu'on le pense. Mais nous payons énormément d'impôts. Et je pense que les députés vont aussi, d'un jour à un autre, poser ce genre de questions au gouvernement béninois. Et le gouvernement va voir dans quelle mesure alléger les problèmes des professionnels des médias, surtout des patrons de presse. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement béninois, il y a plus d'1 an, a procédé à une augmentation exponentielle des salaires des agents permanents de l'État. Mais jusqu'à présent, je dirais que le gouvernement a oublié nous qui travaillons dans le secteur privé. Donc il faut que si l'aide de l'État à la presse depuis 8 ans ne vient plus, si des gens n'ont plus bénéficié de l'aide directe ou de l'aide indirecte, si des patrons de presse ont des difficultés pour faire sortir leur journal, pour payer des charges régaliennes, des charges fixes, des charges variables de leur entreprise, le gouvernement ne peut pas se lever pour demander ou exiger ou fixer un montant salarial dans des entreprises privées. On va écouter Paul sur la question. Monsieur Stan, regardez, je donne un exemple très simple. Prenez le football. Pour être entraîneur de football, qu'est-ce qu'on fait? Il ne suffit pas juste de savoir bien jouer au ballon. Vous devez faire la licence D, après vous faites la licence C, après B. Et avant de devenir entraîneur professionnel, vraiment, il faut passer après la licence A. Et dans le journaliste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Le gars, il suffit juste qu'il sache écrire un peu. Et puis, il se bombarde patron de presse. Aucune idée d'entreprise. Aucune. Il ne sait même pas c'est quoi les b.a.-ba d'une entreprise. Et c'est lui qui devient chef d'entreprise comme ça. Il recrute les gens. Il ne connaît rien. Il n'a même pas un produit à vendre. C'est ça le problème. Comme je dis, les causes sont ailleurs, quoi. Les causes de cette précarité sont ailleurs. Et nous les occultons tout le temps.
Regardez, prenez toutes nos organisations de journalisme. Quel est le combat qu'elles font? Vous allez voir, ils vont toujours parler, ils parlent des trucs, mais jamais ils ne parlent des causes. Jamais. Donc nous faisons le mauvais combat. Nous faisons le mauvais combat. Et donc, moi, je le crie tout le temps, qui est quoi? Commençons déjà par réfléchir à l'entreprise, parce que nous sommes une entreprise. Et tant que l'entreprise n'est pas viable, aucun de ceux qui y travaillent ne vivront que de la précarité. Maintenant, comment rendre les entreprises viables? C'est connu. La gestion des entreprises, c'est connu. Voyez un peu. Vous vous imaginez que aujourd'hui, au Bénin, moi, en tant que média reconnu, je paye impôt pour l'ORTB. Dans les impôts, là, il y a impôt pour ORTB. Impôt télé. Et ça a été multiplié par 2 depuis 2023. Ça a été multiplié par 2. Mais nos organisations font quoi? Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'ils n'ont rien à foutre. Les gens sont préoccupés pour aller à la RAC et autres. Le 9 juin prochain, il y a l'élection professionnelle. Donc c'est ça le problème. Oui, ils iront encore siéger. Exactement. Toute la préoccupation des gens, c'est comment faire pour être dans les organisations, pour qu'on leur envoie un billet d'avion, pour qu'ils aillent. C'est tout. Ouais. Donc les gens passent leur temps à parler, mais ils occupent le vrai problème. D'accord. On reviendra après sur ce sujet. Et pendant ce temps, regardez, nos collaborateurs sont de la précarité. Les gens sont obligés de vivre des perdièmes et autres. Ouais, donc, parce que nous n'avons pas d'entreprise viable. Et figurez-vous que depuis plusieurs années que nous avons libéré l'espace de presse chez nous, quelle entreprise est viable jusqu'à aujourd'hui chez nous? Parce qu'après on nous parle de l'aide de presse, que c'est l'État. Mais depuis que vous avez vu que l'aide a développé quelque chose? Parce que si l'aide développait, il y a eu de l'aide pendant des années, il y a eu de l'aide. Mais quelle entreprise est devenue viable? Quelle entreprise? Je n'en connais pas. Donc c'est pas une affaire d'aide, ça n'a rien à voir avec l'aide. D'ailleurs, moi je suis farouchement contre cette affaire d'aide-là. Parce que c'est ça qui a rendu les médias paresseux. Si on vous en donne, vous allez refuser? En tout cas, je dis, je suis contre cette forme-là. Je ne suis pas d'accord avec vous. La forme que je préconise. Il y a des organes qui sont fiables. La forme d'aide que je préconise, c'est de faire en sorte qu'au niveau des impôts et des taxes, qu'il y ait peut-être exonération sur beaucoup d'aspects. Par exemple, que lorsqu'une entreprise de presse déclare son collaborateur, qu'il puisse avoir une forme d'exonération sur les charges patronales, par exemple. Là, je suis prenant. Mais dit qu'on donne de la liquidité. Et figurez-vous, combien on donne chaque année? Les plus grands organes prennent combien? C'est ça qu'il faut voir. Que de cela dit, on donne aide, et on est combien? On va finir cette émission. Merci beaucoup. C'est un débat sur lequel on reviendra parce que ça nous concerne. La députée a eu quand même le mérite d'initier cette question-là. Voilà. Donc, on verra bien les prochains jours. Voilà. Ça a ouvert le débat. On verra ce que ses collègues parlementaires en feront. Adrien Tchomakou, rapidement, un mot sur ces différentes questions, les différents sujets à aborder en quelques secondes rapidement. Très rapidement, il faut dire que le gouvernement doit enclencher la lutte implacable contre la vente des boissons en sachet, qu'on donne effectivement carton rouge contre la consommation de ces boissons en sachet, que la RAC joue convenablement sa mission, sa partition en matière d'appui et de régulation des médias, que d'autres députés emboîtent le pas à la députée Gourou Baké, afin que les organes de presse du service public, ORTB, la Nation, que des professionnels des médias qui excellent dans ces organes de presse vivent financièrement mieux, et que un regard positif soit fait aussi sur les professionnels des médias du secteur privé. Merci. Au même moment, le premier sujet qu'on a abordé, c'était quoi même? Smith a dit nous que des Béninois sachent désormais qu'on peut démissionner à tout moment de leur poste et qu'un acteur politique ne doit même pas s'éterniser à un poste. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Paul Arnaud Deguénon, sur les différents sujets abordés. Le doyen a déjà tout dit. Merci beaucoup à vous d'être passé, Paul Arnaud Deguénon, journaliste, analyste politique aussi. Merci à Adrien Tchomako, journaliste, analyste politique. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup sur ces différents sujets. On a parlé de la démission de Smith Arondino, qui est désormais ancien directeur de la jeunesse et de la vie associative, remplacé par Judicaël Biaou. On a parlé aussi de cet arrêté du ministre de l'Industrie qui interdit désormais la commercialisation, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques dans notre pays. On a fait un tour à l'université d'Abomey-Calavi où là-bas, le recteur Félicien Avlessi veut désormais que les étudiants portent leur badge s'ils veulent circuler dans la maison. Et puis, on a parlé de cette question orale avec débat initié par la députée de l'Union progressiste Le Renouveau, Baké Chabi Goro, qui s'intéresse à la vie des professionnels des médias. Vivement que le débat se fasse au Parlement pour de meilleurs lendemains pour les professionnels des médias, que nous sommes toujours à votre service. On met un terme ici à ce décryptage qu'on a eu du plaisir à vous présenter. Vous allez nous retrouver demain pour le dernier numéro du décryptage de la semaine sur Prime News Télévision. D'ici là, portez-vous bien.